Donc, je suis Annette Catoun, je suis, alors, comment dire ça? Je travaille chez Scola Ingénierie. Alors, je ne vois personne parce que je ne vois que le diapo, en fait. Scola Ingénierie est une structure dont la principale activité est l'accompagnement des acteurs de la formation et notamment les organismes de formation qui sont notre cœur de cible et notre cœur de métier. Et donc, la mise en conformité réglementaire des organismes de formation et l'enregistrement au répertoire spécifique RNCP des certifications professionnelles. Voilà, globalement, c'est ce qu'on fait et on fait également tous les accompagnements nécessaires pour la professionnalisation des acteurs de formation, tous les points qui ne sont pas leur expertise et qui aujourd'hui sont un point, qui peuvent être un point de rupture par rapport aux obligations réglementaires en matière de formation professionnelle. Donc, je vais aujourd'hui vous présenter en fait dans les grandes lignes et rapidement la réforme de la formation professionnelle. En ce qui concerne Calliope, alors Chantal m'a demandé hier de présenter également Calliope. Donc j'ai préparé trois diapos par rapport à ça. On va échanger dessus. Ça va prendre quelques minutes. Et ensuite, m'arrêter sur l'enregistrement des certifications professionnelles au répertoire spécifique et au RNCP et où. Là aussi, dans les grandes lignes, hein, l'idée ici, c'est plus un retour d'expérience du vécu que de vous bassiner avec les textes, les règles, etc. Donc voilà, donc, c'est l'objet de mon intervention de ce matin. Est-ce que tout le monde m'entend? Ah, j'ai perdu tout le monde. Oui, oui, on t'entend. Alors, j'ai une difficulté, c'est que je ne vois personne, c'est normal? Oui, parce que tu vois diapo quand même. Oui. Est-ce qu'on peut le mettre un peu plus grand pour, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, à voir euh, le diaporama, en fait. Il est en Est-ce grandeur qu'on peut nature. le mettre en mode diaporama? Enfin, peut-être qu'il vaut mieux que je prenne la main, Mohamed. Non, non, mais c'est bon, c'est fini. C'est bon, c'est fait, c'est en mode diaporama. Tu peux prendre la main, Voilà. OK. Normalement, tu peux. OK. Donc, les deux sujets, c'est Calliope et RNCP. Et globalement, que ce soit Calliope ou RNCP, nous sommes dans des dispositifs qui sont chapeautés par France Compétences, qui depuis 2019 est donc l'autorité en matière de formation professionnelle en France. Mais c'est bien deux dispositifs différents. J'ai fait le choix, si vous êtes d'accord, de commencer par Calliope. Parce que Calliope, c'est quand même la base. C'est l'obligation légale et réglementaire. Alors que l'enregistrement RNCP ou RS, ce sera un choix de l'organisme de formation, une volonté. Alors, je dis encore organisme de formation, mais il faut savoir que depuis quelque temps, on parle plutôt de PAC, prestataire, on dit PAC au lieu de dire organisme de formation. Ce qui veut dire que vous allez peut-être avoir cette indication-là, c'est prestataire d'action concourant au développement des compétences. C'est très long, mais au niveau des textes et des écrits maintenant de la directe, de la DGEFP, on voit souvent l'appellation PAC qui normalement devrait remplacer l'appellation organisme de formation. Voilà, on est en plein dans la réforme, voilà la nouveauté. Calliope. Calliope, c'est Datadoc plus quelques précisions. Alors, Datadoc plus 11 indicateurs, puisque Datadoc, c'était 21 indicateurs, Calliope, c'est 32. Donc, c'est Datadoc plus 11 indicateurs. Un niveau attendu pour chaque indicateur, qui n'est pas forcément le même que pour les indicateurs Datadoc. On a pour Calliope des indicateurs communs d'appréciation et des indicateurs spécifiques en fonction de l'activité. Calliope, c'est aussi la détermination des organismes de formation, des PAC, en fonction du domaine d'activité. Donc, on va avoir deux décrets que vous avez là sous les yeux. Un décret qui détermine dans les 7 critères et un décret qui prévoit les 32 indicateurs. On ne va pas dérouler les décrets. C'était simplement pour vous poser le décor. Ce qu'il faut retenir par rapport à Calliope, c'est que à
après la loi de 2018, il y a eu une répartition des organismes, des prestataires concourant au développement des compétences en quatre groupes. Le premier groupe, c'est les organismes qui font que de la formation continue. Le premier groupe, c'est les organismes qui font du bilan de compétences. Le deuxième. Le troisième, c'est ceux qui font de la VAE. Et le quatrième groupe, le petit dernier, c'est les organismes qu'on appelle des organismes de formation par apprentissage. Et donc, la répartition par groupe, en fonction de l'activité, détermine aussi l'audit, le périmètre de l'audit qui va être élaboré à la fin. Calliope, effectivement, la troisième chose, Datadoc, plus un audit de certification pour être certifié. Parce que pour le Datadoc, il fallait déposer des éléments sur une plateforme. Pour Calliope, il va falloir faire appel à un certificat, à un auditeur qui viendra vous certifier. Donc, Datadoc plus une liste de structures qui ont été accréditées par le COFRAC et labellisées par France Compétences pour auditer les PAC et délivrer cette certification. Voilà. Globalement, c'est ça, Calliope. Entrée en vigueur, donc, une fois que la certification est délivrée, vous êtes certifié Calliope en fonction, effectivement, du périmètre qui a été déterminé au moment de l'audit. Le périmètre, c'est, comme je vous l'ai indiqué, les quatre catégories d'actions d'organismes de formation, mais également des spécificités, notamment pour les organismes de formation qui délivrent des formations menant à une certification professionnelle. Alors, je passe le diapo. J'ai l'impression. Oui. C'est Oui. bon? Oui. Tu me fais signe par la main, en fait. Donc, le choix d'auditeur se fera donc par rapport à l'intérieur de cette liste des organismes habilités. L'audit ne se déroule pas comme ça dans l'absolu. Il est aussi prévu par un texte qui va déterminer les modalités d'audit. Et la seule chose que je pourrais vous préciser par rapport aux modalités d'audit, enfin, je vais vous en préciser deux. La première chose, c'est que la durée d'audit est fonction, en fait, du chiffre d'affaires de l'organisme. On va avoir des audits qui vont avoir une durée d'une journée à plus en fonction du chiffre d'affaires, le premier point. La durée de l'audit sera aussi fonction du fait que vous ayez déjà une certification qui a été agréée par un organisme agréé par le CNEFOP au moment du Datadoc ou non. Si vous avez déjà une certification par un organisme agréé par le CNEFOP au moment du Datadoc, vous avez un audit qui peut durer une demi-journée. Donc, la durée de l'audit est réduite et les indicateurs qui seront contrôlés et évalués seront aussi réduits. Donc, voilà. L'entrée en vigueur donc, a été décalée. Au départ, l'entrée en vigueur de Calliope était au 1er janvier 2021. Au Covid-19 que nous avons tous vécu, l'entrée en vigueur a été décalée au 1er janvier 2022. Donc, qu'est-ce qu'on va contrôler, évaluer au moment de l'audit? En fait, l'audit porte sur, je ne vais pas faire le détail des indicateurs parce que vous les trouverez dans les décrets. L'audit porte sur un certain nombre d'éléments que nous avons regroupés. Parmi ces éléments, il y a un élément, l'un des plus importants, c'est la diffusion de l'offre de formation. La diffusion de l'information sur l'offre de formation, elle doit être détaillée, datée et actualisée. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, elle doit être adaptée à la spécificité des personnes en situation de handicap. Ça, c'est le deuxième point. Donc, l'offre détaillée, datée et actualisée, vous allez trouver les éléments de détail, les items précis qu'on attend dans l'offre de formation qui est diffusée sur le décret. Daté et actualisé, ça veut dire que lorsque vous faites des mises à jour sur
la réglementation sur la formation professionnelle, puisque le RNQ, qui est le référentiel national qualité, demande aux organismes de formation de faire de la veille. À chaque fois que vous faites de la veille, vos documents d'information et de contractualisation doivent être mis à jour. Et l'auditeur, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, l'audit va aussi porter sur l'accueil, l'accompagnement et la formation des stagiaires. Comment vous les accueillez? Comment vous les accueillez en termes de quelles sont l'analyse des besoins. Ensuite, l'identification des objectifs de la formation. Ensuite, tout ce qui concerne les personnes qui sont en charge de la prestation, donc les formateurs, et aussi tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire la partie administrative, la partie commerciale aussi. Voilà. Donc là, on est sur l'accueil et l'accompagnement. Et la formation, c'est-à-dire les contenus pédagogiques, les ressources que vous mettez en place pour former les personnes et ce que vous mettez en place pour leur permettre de s'approprier ces ressources. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la professionnalisation des personnes en charge des prestations. Comment ces personnes sont formées? Est-ce qu'il y a une veille? Quelle est la veille qui est faite sur l'évolution des métiers et des compétences qui sont l'objet des prestations? Quelle est la veille qui est faite sur la méthodologie, les innovations pédagogiques et technologiques par rapport aux prestations que vous délivrez? Et en ce qui concerne cette veille-là, qu'est-ce que vous mettez en place pour exploiter cette veille? On est sur la professionnalisation des personnes qui dispensent la formation. Il faudrait aussi pouvoir présenter à l'auditeur la preuve des attestations de formation en formation continue, mais également la formation initiale des personnes en charge des prestations. Ces éléments doivent être en conformité et en lien avec les prestations délivrées. Dernière chose, l'audit va également porter sur le recueil des appréciations des parties prenantes. C'est un petit peu plus large que Datadoc. Recueillir les appréciations des stagiaires, recueillir les appréciations des entreprises ou des commanditaires, mais également recueillir les appréciations pour ceux qui travaillent avec plusieurs formateurs, recueillir les appréciations des formateurs. Ensuite, comment on prend en compte ces appréciations et comment on met en place par la suite un plan d'amélioration continue. Voilà globalement sur quoi va porter l'audit. Maintenant, qu'est-ce que l'auditeur attend de vous? Pour tous ces éléments-là, le seul point que je pourrais dire, l'auditeur attend de vous de formaliser tous les process. Parce que c'est un audit sur pièce. Donc, il a besoin d'éléments de preuve. Alors, un retour d'expérience, parce que nous avons 4 organismes qui se sont fait auditer justement cette semaine, mardi, mercredi, jeudi, donc jusqu'à hier, et qu'on a eu des retours qui étaient tous bons. Donc, nous nous en félicitons. Nous avons un exemple, un organisme de formation qui délivre des formations. On est sur l'évaluation parce qu'il faut, la formation est adaptée aux objectifs et ces objectifs, à la fin de la formation, il faut évaluer. L'organisme de formation fait des formations de très courte durée. Donc, il ne lui semble pas pertinent d'organiser une évaluation, ce qui réduirait la durée qui est déjà réduite du temps de formation. Eh bien, l'auditeur exige qu'il fasse quand même mettre en place un dispositif d'évaluation, même très court, ne serait-ce qu'un test, pour qu'il y ait une évaluation. Le positionnement identique, le formateur propose donc un tour de table, oui, mais il faut formaliser par un questionnaire. Donc, l'auditeur va toujours exister et exiger de la formalisation pour chaque point, pour chaque élément de preuve. Alors, évidemment, pour ces 2 points-là,
c'était juste des recommandations et des axes d'amélioration. Ça n'a pas eu un impact particulier, mais tant qu'à faire, c'est bon à savoir. Voilà pour Calliope dans les grandes lignes. Je pense ne pas devoir rentrer dans les détails dans la mesure où effectivement, si on va entrer dans les détails, ça va prendre énormément de temps. Le dernier point que je voulais vous signaler, c'est la situation de handicap. Le RNQ, donc, qui est le référentiel national qualité qui est suivi pour l'audit de certification Calliope, donne une importance particulière à l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Alors, cette accessibilité de deux manières. Il y a l'accessibilité au niveau de l'environnement physique, donc les locaux de formation. Ça, on connaît déjà. Mais il y a aussi l'accessibilité à la prestation délivrée. C'est-à-dire adapter le dispositif de formation ou le parcours de formation ou la modalité d'apprentissage à la spécificité du handicap. À ce titre, l'information qui est délivrée sur l'offre de formation doit faire état des modalités et des mesures prises par l'organisme de formation pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap. L'organisme de formation doit également avoir une personne référente pour la situation de handicap qui pourra accueillir, orienter, informer les personnes en situation de handicap, qui pourra également mettre en place un dispositif pour faire du bilan qualitatif et quantitatif par rapport à l'accueil des personnes en situation de handicap et également, pourquoi pas, mettre en place des actions si nécessaire. Voilà un peu dans les grandes lignes aujourd'hui ce que je peux vous dire pour Calliope. L'entrée en vigueur étant décalée au 1er janvier 2022, la question s'est posée de savoir ce qui se passe pour les personnes qui ont déjà passé leur audit cette année, étant donné que l'audit de certification est délivré pour 3 ans et que si on est certifié Calliope en 2020, dès 2023, il faudra renouveler sa certification. La certification se fait la durée de vie de la certification se fait et maillée de certaines étapes. On a d'abord l'audit initial. Ensuite, on a un audit de surveillance qui va avoir lieu entre le 14e et le 24e mois après l'audit de certification initiale. Et enfin, on va avoir un audit de renouvellement qui intervient le 36e mois après l'audit initial. Ce qui veut dire que globalement, on va avoir un audit en moyenne chaque année. Donc, aujourd'hui, ceux qui ont donc pu avoir leur certification pour les exemples que je vais vous donner là, cette année, ils seront déjà en 2022 en train de faire leur audit de surveillance alors que la certification entre simplement en vigueur à ce moment-là. Et 1 an après l'entrée en vigueur de la certification, ils seront déjà en train de faire leur audit de renouvellement. Donc, la question s'est posée au niveau de la DGEFP, donc la Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle, qui a prévu effectivement pour les personnes qui vont obtenir leur audit de certification cette année, de pouvoir augmenter la durée ponctuellement pour cette fois-ci, la durée d'audit de 4 ans pour que ces personnes ne perdent pas effectivement dans la durée et qu'ils soient au même niveau que ceux qui auront obtenu leur certification en 2021. Voilà pour Calliope. Pardon Annette, j'ai une question, mais ça c'est donc validé, c'est sûr? Ça, c'est validé, c'est sûr. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Il y a également une charte qui a été élaborée par la Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle par rapport à Calliope.
qu'on pourra effectivement vous transmettre, mais c'est une charte qui est mise en ligne à la DGEFP. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou je termine mon propos et on posera les questions une fois? Je ne sais pas comment, Mohamed. Je pense qu'il vaut mieux terminer tes propos d'abord et puis ensuite on posera les questions. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu préfères? Ça marche. Moi, c'est par rapport à ceux qui écoutent. Est-ce que, voilà, on peut poser les questions. C'est vraiment comme vous le souhaitez tous. On va donc passer sur l'enregistrement des certifications professionnelles au RNCP ou au RS. Là aussi, dans les grandes lignes. L'idée également ici, ce n'est pas de vous redire ce qui est déjà écrit, c'est globalement de partager l'expérience par rapport au travail que nous faisons depuis 2019 pour accompagner les organismes de formation qui souhaitent enregistrer leur certification au RNCP et au RS. Donc, par rapport à ça, lorsque je demande l'enregistrement de ma certification auprès de France Compétences, la première question à se poser, c'est quel répertoire? Nous avons 2 répertoires nationaux, le RNCP, répertoire national des certifications professionnelles, et le RS, répertoire spécifique. Pour répondre à cette question, la vraie demande, c'est quel est l'objectif de ma formation? Est-ce que c'est une formation qui, pour un métier, qui va mener à un métier, ou alors c'est une formation qui permet une maîtrise de compétences particulières en complément d'une activité qui existait déjà ou des compétences totalement transversales? Si c'est la formation professionnelle pour un métier, à ce moment-là, on est plutôt sur un enregistrement RNCP. Et s'il s'agit d'une maîtrise des compétences en complément d'une activité ou des compétences transversales, nous sommes plutôt sur un enregistrement au répertoire spécifique. Le choix du répertoire détermine tout le reste. Quels sont les documents qu'on va déposer à l'appui de la demande? Comment on va structurer le référentiel de compétences, d'activité et d'évaluation? Quels sont les critères qui seront évalués lors de l'instruction technique? Parce qu'il y a des critères, le RNCP 9 critères, le répertoire spécifique 6 critères. Donc, c'est un choix qui détermine tout le reste. Et ce choix-là déterminera aussi les éléments qui seront à prendre en compte par la commission. Retour d'expérience. Je dépose une formation au répertoire spécifique et lors de l'élaboration du référentiel, j'élabore un référentiel d'activité, de compétences et d'évaluation. Ah, il y a déjà une première chose qui nuance. Au niveau du référentiel, au niveau du répertoire spécifique, on a un référentiel de compétences et d'évaluation. Oui, on peut identifier les activités également, mais c'est optionnel. J'ai des blocs de compétences au niveau de mon référentiel. Deuxième nuance, au niveau du répertoire spécifique, le référentiel ne se construit pas par bloc. On a simplement des compétences qui forment un tout pour donner une certification qui est une maîtrise professionnelle. Au niveau du RNCP, on va avoir un référentiel d'activité, de compétences et d'évaluation qui est plutôt structuré en bloc de compétences. Chaque bloc de compétences représentant une activité. Ce qui fait que une certification du répertoire spécifique peut être un lien, une passerelle par rapport à un bloc de compétences d'une certification du RNCP. Donc, effectivement, on voit bien qu'il y a une différence en termes de structuration. Pour le RNCP, on a des blocs de compétences et pour le répertoire spécifique, on a simplement des compétences, mais pas structurées en bloc, qui forment un bloc. C'est les compétences du répertoire spécifique qui vont former un bloc. Donc, le choix ici est très important. Ça détermine tout. Et France Compétences
la commission de France Compétences statuera en fonction du choix que vous avez fait du répertoire et validera aussi votre dossier par rapport à ce choix-là. Si vous avez choisi le répertoire spécifique et que votre référentiel est élaboré en bloc, bah, ça peut entraîner un refus d'enregistrement parce que vous n'êtes pas peut-être dans le bon répertoire ou alors votre référentiel n'est pas conforme à ce qui est attendu par rapport au répertoire spécifique. C'est une évaluation de structure, ça n'est pas forcément le contenu qui pose problème, ça n'est pas votre expertise qui est un jeu ou qui pose problème, c'est simplement une question de structuration, d'ingénierie de certification et de méthodologie d'écriture et de structuration d'une certification professionnelle, qu'elle soit au répertoire spécifique ou au RNCP. Quelles sont les étapes de traitement du dossier? 3 étapes identifiées. La recevabilité qui est un contrôle plutôt formel, donc la recevabilité qui ne préjuge pas de la validité au fond de votre dossier et qui ne préjuge pas de l'accord ou pas au moment de la commission. Ensuite, l'instruction qui est un contrôle au fond. L'instructeur qui sera en charge du dossier va s'appuyer sur les critères qui sont déterminés par décret. Pour le RNCP, on a 7 à 9 critères. Pour le répertoire spécifique, on a 4 à 6 critères. Donc, c'est un contrôle au fond où on va, à ce moment-là, contrôler pour les différents éléments le contenu point par point. C'est une instruction qui peut durer environ 16 semaines. On a même des durées d'instruction beaucoup plus longues. Donc là, c'est une durée moyenne, mais ça peut être beaucoup plus long que ça. Une fois que l'instructeur ou l'instructrice a fait son contrôle de chaque élément du dossier, il ou elle va émettre un avis. Et il ou elle transmet le dossier à la commission avec son avis. Et la commission statue et décide ou non de l'enregistrement de la certification professionnelle. Le délai entre l'instruction et la commission, il n'y en a pas en fait. À partir du moment où l'instructeur a transmis son dossier à la commission va statuer le mois qui suit, c'est-à-dire la date qui suit la transmission de dossier par l'instructeur. Il faut savoir qu'il y a une commission de certification professionnelle chaque mois. Comment obtenir la recevabilité? Pour la première étape, il faut s'assurer de la complétude du dossier. Les éléments de complétude du dossier sont définis par arrêté. Et donc, on peut regarder quels sont les éléments attendus. France Compétences élabore aussi, depuis quelque temps, des notices qui permettent d'aller voir ce qui est attendu. Les notices ont le mérite d'exister, ça peut ne pas être suffisamment clair, mais au moins ça donne déjà des éléments de réflexion et des éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour travailler. La complétude du dossier, ça veut dire tous les éléments et même les pièces administratives. Ce qui peut sembler d'ailleurs le plus simple des pièces administratives, il faut simplement demander un extrait de casier judiciaire, un extrait CABIS, mais même pour ces pièces-là, on peut se voir refuser la recevabilité du dossier. Donc, ça, c'est un peu dommage. Donc, piège à éviter, attention à la date de validité de votre extrait de CABIS et de votre extrait de casier judiciaire. 3 mois à la date de dépôt de la demande. Tous les documents doivent être déposés. Lorsque vous lisez les notices d'aide, on vous dit documents obligatoires et documents complémentaires. On peut supposer que les documents complémentaires, c'est si on veut. Et les documents obligatoires, ceux-là, il faut absolument les mettre. Eh bien, c'est un piège à éviter. Tous les documents doivent obligatoirement être déposés. Qu'ils soient indiqués comme obligatoires ou complémentaires. Ils sont, à mon avis, d'expérience, ils sont tous obligatoires.
Troisième point qui revient souvent, ne pas confondre Datadog ou certification qualité avec ce qu'ils appellent les modalités d'organisation et de contrôle des épreuves menant à la certification professionnelle. Ils demandent souvent de déterminer la qualité de vos épreuves d'évaluation. Et ça porte parfois à confusion. Ce n'est pas la qualité de l'organisme de formation issu du Datadog ou d'une certification qui demande ici. C'est simplement au moment de l'organisation des épreuves d'évaluation menant à la certification, comment est-ce que vous assurez la qualité de cette organisation. Évidemment, on va avoir une partie contrôle, une partie traitement des dysfonctionnements s'il y en a, et une partie plan d'amélioration continue. Mais ça n'a rien à voir avec le Datadog ou quelques certifications qualité qui soient. Lorsque nous avons si la formation s'appuie sur une réglementation d'activité, il est important de s'assurer que cette réglementation d'activité n'exige pas une autorisation d'une autorité quelconque. Si c'est le cas, l'autorisation doit également figurer dans les dossiers à déposer pour la demande de recevabilité. Un élément qui n'est pas du tout prévu dans aucune notice de France Compétences, qui pourtant provoque des rejets en recevabilité parce que la réglementation d'activité l'exige. Par ailleurs, si la formation qu'on dépose, effectivement, est rattachée ou s'appuie sur une réglementation d'activité, il faut le noter au moment de la demande. L'absence d'un seul de ces éléments entraîne le rejet de la recevabilité. Alors, évidemment, il n'y a jamais le rejet de la recevabilité, ce n'est pas définitif, puisqu'on vous dit pourquoi on rejette la recevabilité. Votre dossier est toujours ouvert. Il suffit de traiter, de répondre à leur demande, et à ce moment-là, vous redéposez le dossier, et s'ils considèrent que le dossier est complet et que si le contrôle formel est positif, ils acceptent la recevabilité du dossier. Il est important de savoir que le délai pour obtenir la recevabilité peut aller jusqu'à 6 semaines. Donc, idéalement, avoir un dossier totalement complet, bien vérifier tous les éléments, vous évite de repartir sur un délai de 6 semaines, en sachant que lorsque le dossier est en instruction, les délais sont difficilement maîtrisables et ils peuvent être très, très longs. Nous avons d'ailleurs, suite à cette période qu'on est en train de vivre et qu'on a vécu, notamment la période de crise Covid-19, un rallongement des délais d'instruction des dossiers sur France Compétences, que ce soit au répertoire spécifique ou RNCP. Et ce rallongement des délais avait été prévu par la loi d'urgence Covid-19. Il y a, pour la recevabilité du dossier, des exigences spécifiques pour une demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. La signature des PV de session de validation. Lorsque l'examen a eu lieu, il y a des PV qui sont élaborés, il faut qu'ils soient signés, ils ne peuvent pas être déposés. C'est un détail, mais c'est un détail qui provoque le rejet du dossier. Donc, c'est un contrôle formel, mais il regarde quand même certains éléments. La cohérence entre les parcours d'insertion des titulaires et les PV de session de validation. Pour information, lorsque vous déposez un dossier, une demande d'enregistrement au RNCP, étant donné que c'est une demande d'enregistrement qui vise une formation menant à un métier, France Compétences vous demande d'en apporter la preuve que cette formation vise à un métier, et cette preuve, c'est voir de quelle manière et dans quelle mesure les titulaires de la formation, les personnes ayant bénéficié de cette formation, trouvent un emploi durable sur le marché du travail. Et à ce titre, on va vous demander effectivement d'établir un tableau des parcours d'insertion des titulaires de la formation.
Et ces tableaux d'insertion sera évalué également. Fournir les textes ou autorisations nécessaires en cas de réglementation d'activité. L'absence d'un seul de ces éléments entraîne le rejet de la recevabilité. Là, nous en sommes qu'à la recevabilité. Parfois, on peut même imaginer que le contrôle formel est fait par des algorithmes. C'est possible. Mais ensuite, on va passer à l'instruction. Et là, ce sont des personnes qui instruisent le dossier. On n'a pas toujours la possibilité de rentrer en contact avec les instructeurs au moment de l'instruction du dossier, ce qui est d'ailleurs dommage, parce que parfois, un dossier peut aller jusqu'en commission et être refusé pour un élément qui aurait pu être traité en phase d'instruction. Alors, les échanges que nous avons eus avec les instructeurs, il y a quelque temps et très récemment, sur un suivi de dossier, ce qu'on peut retenir par rapport à ces échanges, c'est qu'ils regrettent aussi de ne pas avoir suffisamment de temps pour accompagner les acteurs, les organismes certificateurs, et qu'ils observent que les organismes certificateurs, il n'y a pas une appropriation, ont du mal à s'approprier le dispositif. Donc, de mon point de vue, c'est un aveu de leur part que, effectivement, les notices ne sont peut-être pas suffisamment claires. L'autre élément qui me permet de le dire, c'est que les notices sont renouvelées régulièrement, sont mises à jour régulièrement avec des nouvelles précisions. Il faut dire qu'aujourd'hui, les notices sont beaucoup plus précises qu'il y a un an. Et l'autre point que j'ai relevé par rapport aux échanges, c'est que France Compétences est une structure nouvelle. Hein. France Compétences a à peine un an, puisque France Compétences existe depuis le 17 février 2019. Et ils travaillent, ils apprennent aussi en avançant. Donc, l'instructeur va évaluer la conformité du dossier par rapport aux exigences de France Compétences, donc les critères d'évaluation, tout ce qui est détaillé dans les notices, ce qui veut dire qu'on va travailler sur un dossier d'enregistrement RNCP au répertoire spécifique en s'appuyant sur les notices. Il faut les analyser, il faut les comprendre, il faut les décrypter, mais on ne peut pas faire l'économie de ces notices qui posent un cadre. La pertinence du projet de certification à travers la note d'opportunité et les témoignages. Ça, c'est le critère numéro 1, qu'on soit au répertoire spécifique ou au RNCP. Et en termes d'enjeu et d'importance, c'est un critère très important puisque ce critère détermine tout le reste. C'est de la note d'opportunité que va découler le référentiel, puisque la note d'opportunité réfléchit sur des éléments en quoi la formation répond aux besoins en compétences sur le marché. Une fois qu'on a défini le contexte, on a identifié la problématique qui se pose sur le marché, on s'interroge sur les compétences qui pourraient résoudre cette problématique, et ensuite, on identifie les publics, les professionnels qui sont concernés, et enfin, l'organisme, qu'on appelle ici l'organisme certificateur, donc celui qui dépose la demande, apporte la réponse. Le projet de certification est une réponse à ce besoin. Et ce projet de certification va donc se présenter dans le cadre d'un référentiel de compétences, d'activités, d'un référentiel d'activité, de compétences et d'évaluation. Donc, autant vous dire que la note d'opportunité, c'est vraiment la base de tout, c'est les fondations de votre projet de certification. D'ailleurs, un échange qu'on a eu il y a déjà un an, c'est vrai, un peu moins d'un an, c'était en septembre 2019, avec un instructeur qui nous disait, normalement, un projet de formation commence par l'évaluation d'un besoin en compétences. Avant même de penser à lancer une offre de formation,
on doit pouvoir évaluer le besoin en compétences. Mais c'est fait. C'est simplement, ça n'est pas formalisé. Et donc, la note d'opportunité, c'est la formalisation de ce que vous avez observé, dans quel contexte vous l'avez observé, quelle est la compétence qui vous a semblé être la réponse aux besoins. C'est la note d'opportunité qui va donc permettre de formaliser tout ceci. Donc, et c'est ce que l'instructeur va regarder. L'instructeur peut considérer que la note d'opportunité ne permet pas de répondre suffisamment à cet indicateur en quoi la formation répond aux besoins en compétences, parce qu'on n'a pas identifié les publics ou les professionnels concernés par ces compétences-là. Les professionnels qui vont pouvoir travailler, dont la maîtrise professionnelle est nécessaire pour ces compétences, dans le cadre du répertoire spécifique, par exemple. Parce qu'on n'a pas identifié un vrai métier, un besoin sur un vrai métier dans le cadre du RNCP. Donc, la pertinence du projet de certification à travers la note d'opportunité, et on va rajouter les témoignages lorsque on a une demande pour le répertoire spécifique. L'instructeur va évaluer la qualité du référentiel d'activité, de compétences et d'évaluation à travers la méthodologie d'écriture appliquée. Les notices de France Compétences, on a notamment une notice sur les référentiels d'activité, de compétences et d'évaluation qui propose une méthodologie d'écriture de la compétence. La notice dit que cette méthodologie est facultative. Et moi, je vous propose de lire obligatoire parce que lorsque cette méthodologie n'est pas, lorsque le référentiel de compétences n'est pas structuré par rapport conformément à cette méthodologie, il y a systématiquement un rejet indiquant le référentiel de compétences ne correspond pas aux attendus de France Compétences. Donc, pour l'écriture du référentiel de compétences et d'évaluation, il est important de se reporter au cadre édicté par France Compétences sur la méthodologie d'écriture d'une compétence, sur la méthodologie d'élaboration d'un référentiel d'évaluation. C'est ce que va contrôler l'instructeur. L'instructeur va également contrôler qu'il y a une cohérence entre les différentes compétences composant le référentiel. L'instructeur va également contrôler qu'il y a une cohérence entre les compétences et l'évaluation. L'évaluation qui est, on évalue la maîtrise d'une compétence, cette évaluation doit être adaptée à la compétence qu'on évalue. Exemple, on va évaluer la qualité d'animation d'un formateur. On évalue la qualité d'animation d'un formateur par un QCM. Non. Le référentiel de compétences a beau être bien écrit, avec la bonne méthodologie, l'évaluation de la manière pour un formateur d'animer une séquence de formation par un QCM est non conforme. Et c'est un motif de rejet. Et là, on est sur un motif de refus d'enregistrement d'une certification, simplement parce que l'évaluation n'est pas du tout en cohérence avec la compétence qu'on veut évaluer et le niveau de maîtrise à avoir par rapport à cette compétence. La mise en place des modalités, l'instructeur va également évaluer la mise en place des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation menant à la certification et leur contrôle. Une certification professionnelle est validée à la suite d'un examen. Je vais utiliser le terme examen pour que ce soit suffisamment clair. C'est un choix. Lorsqu'on est dans le cadre d'un organisme de formation, on est en formation continue. Généralement, les organismes de formation forment et font des ateliers. Et tout au long de la formation, il y a des ateliers qui se déroulent qui permettent
voilà, de progresser dans les apprentissages. Et à la fin des ateliers, la formation est terminée, on délivre une attestation. On peut être tenté, sur la partie modalité d'organisation des épreuves d'évaluation, de préciser, de présenter simplement des ateliers qui se font tout au long de la formation et de se dire, à la fin de l'atelier, on va délivrer un certificat. Là, il faut être très attentif à la terminologie session de validation menant à la certification. Ce n'est pas neutre. France Compétences attend de l'organisme de formation, alors je dis organisme de formation, je vais apprendre à dire PAC, du prestataire d'action concurrent au développement des compétences. France Compétences attend du prestataire qu'il organise une session d'examen qui permettra de délivrer la certification. Ensuite, au niveau de la modalité, au niveau de la durée, au niveau des épreuves, c'est à vous de déterminer la durée, c'est à vous de déterminer le type d'épreuve adapté à la maîtrise de la compétence, qui permettent d'évaluer la maîtrise de cette compétence. C'est à vous de déterminer la modalité d'évaluation. Est-ce que c'est une mise en situation? Est-ce que c'est un atelier pratique? Est-ce que c'est un jeu de rôle? Est-ce que l'évaluation va se faire sur une plateforme LMS avec retour? Est-ce que ce sera par Zoom dans le cadre d'un entretien? Est-ce que ce sera une présentation d'un compte-rendu? Est-ce que c'est un mémoire? Peu importe. C'est à vous de déterminer la modalité d'évaluation et comment on évalue. C'est également à vous de déterminer les critères d'évaluation. Mais il faudrait idéalement prévoir une session de validation un examen donc qui va mener à la certification. Le jury de validation doit statuer pour délivrer la certification. Les modalités d'organisation des épreuves d'évaluation sont prévues par France Compétences dans une de ces notices. Une notice d'aide au RNCP qui compte 9 points à respecter pour remplir ce critère. Mise en place des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation menant à la certification et leur contrôle. L'instructeur évalue donc pour le RNCP la conformité de la procédure de validation des acquis de l'expérience selon la réglementation en vigueur, parce que la loi évolue, parce que la loi change, et notamment en ce qui concerne la VAE. Qu'on mette en place la VAE ou pas, il faut, dans le dossier RNCP, prévoir dans quelle mesure on peut accueillir les personnes souhaitant passer par la VAE pour obtenir le titre. L'adéquation des emplois occupés par rapport au métier visé. Il ne suffit pas que les personnes qui se sont formées suite au titre aient un métier, un emploi. Encore faudrait-il que cet emploi-là soit exactement celui que vous avez identifié comme étant un besoin du marché du travail. Et la cohérence entre les différents blocs de compétences composant la certification. Une certification professionnelle, comme je l'ai dit, enregistrée au RNCP, est structurée en blocs. Les blocs sont à la fois autonomes les uns par rapport aux autres. Ça veut dire qu'une personne peut obtenir un seul bloc et pouvoir exercer une activité avec un seul bloc. Il aura donc une attestation pour ce bloc de compétences. Malgré tout, tous les blocs il doit y avoir une cohérence entre les différents blocs pour former le titre. Ça aussi, c'est quelque chose que va évaluer l'instructeur. Donc là, comment rédiger la note d'opportunité? Différents points que je vous ai déjà cités, le contexte, la problématique, les compétences recherchées, l'identification des professionnels concernés, la réponse de l'organisme de formation. Le deuxième point, la valeur d'usage, attention aux témoignages. Quel est le contenu des témoignages? Qui témoigne et quelle est la date des témoignages? Ces 3 éléments seront regardés à la loupe par l'instructeur de France Compétences. Le témoignage doit contenir l'intitulé de la certification,
ou au moins s'en rapprocher. Le témoignage doit contenir les personnes, donner une information sur les personnes qui se sont formées, le nombre de personnes formées et la date de formation. Ce que l'instructeur va évaluer, c'est si ce témoignage est encore d'actualité. Parce que si la formation a eu lieu il y a 15 ans, il va peut-être considérer que le témoignage n'est peut-être plus d'actualité. Et qui témoigne? Est-ce que la personne qui témoigne a un lien avec l'organisme qui dépose? Si c'est le cas, c'est refusé. Est-ce que la personne qui témoigne est celle qui a suivi la formation? Si c'est le cas, le témoignage n'est pas conforme. La personne qui témoigne doit être celle qui, d'abord, peut témoigner, peut se positionner au nom de la structure, parce qu'ici, c'est l'entité utilisatrice, la structure qui a envoyé des personnes, des stagiaires en formation, qui va témoigner. Donc, celui qui va signer la lettre de témoignage doit être une personne qui peut témoigner au nom de la structure de l'entité utilisatrice. Et la date de témoignage doit être la plus proche possible. Retour d'expérience, nous avons eu à changer, à redéposer des témoignages parce que les témoignages dataient de 6 mois, le dossier ayant pris un petit peu de temps. Bon, ça, c'est juste un détail parce que ça n'a pas eu de problème particulier par rapport à l'enregistrement, mais on a quand même eu une question, une demande de l'instructrice qui souhaitait donc qu'on change le témoignage pour une date plus récente. Parce que là aussi, ils considèrent que si le témoignage est trop ancien, à leur sens, il n'est peut-être plus, les choses ont peut-être changé, il n'est peut-être plus actuel et il ne répond peut-être plus aux critères. Ce critère seul peut entraîner le refus d'une demande d'enregistrement au RNCP ou au répertoire spécifique, même si vous avez répondu à tous les autres critères. Est-ce que je suis au bon niveau du diaporama ou c'est… Oui, je suis… Oui. Parce que des fois, je vais plus loin en fait. Hein. Alors, il faut nous laisser un petit peu de place aussi pour les questions-réponses. Est-ce que tu as terminé ton propos ou dans combien de temps tu termines ton propos? Là, je suis à la fin, là. D'accord, ok. Non, le numéro 2. Juste, si tu peux repartir sur le numéro 2. Donc, ça, on l'a vu. Hein, c'est le référentiel, comment on les fait. Donc, maintenant, on peut aller au numéro 3. Ça, le numéro 3, la mise en place des procédures de contrôle. Ça, je voulais expliquer également. Les 8 points identifiés par France Compétences. Voilà. C'est bien. Donc là, on va continuer. La commission des certifications, elle ne va pas faire, elle va pas faire plus. Elle va s'appuyer sur l'avis qui a été donné par l'instructeur au moment du traitement technique du dossier. Elle peut aller contre l'instructeur, mais c'est extrêmement rare. Si l'instructeur donne un avis favorable, la commission suit l'avis de l'instructeur. Voilà. Et il y a une commission chaque mois. Voilà, c'est bon pour cette… Bon. Je peux arrêter le diapo? Oui. Pour le jeu de questions-réponses. Oui. Voilà. Et donc là, Loïc, tu fais le lien pour les questions-réponses, c'est bon? Oui, je peux faire ça, oui. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc nous avons un petit module de sondage pour vous poser quelques questions sur un premier retour d'expérience. Non, attends. C'est par rapport au RNCP, hein. Par rapport à la séquence de Annette. Hein. Ah, moi je n'ai pas ce sondage. Non, c'est donner la parole aux gens qui lèvent okay. de manière à poser les questions. Bah là, il n'y a rien à faire. Chacun peut déjà lever la main dans le… Ok, très bien. Ou prendre la parole directement. On peut voir tout le monde, tout le carré?
Bah, ça, c'est chacun qui doit Isabelle Le Guerrier. afficher. Ouais. Qui est-ce qui veut prendre la parole? Isabelle. Isabelle. Bonjour Isabelle, je ne vous vois pas Isabelle. Oui, bonjour Annette. Bonjour Isabelle. En fait, juste, mais peut-être vous allez me dire si on est bon. On a, nous, déposé au répertoire spécifique et donc on a eu un échange avec l'instructrice. Et un élément qui nous a paru vraiment nouveau, puisqu'on a été refusé, on a eu l'instructrice suite à un premier refus. Et en fait, ce qu'elle nous expliquait, c'est que le dépôt au répertoire spécifique, donc vraiment sur des compétences, des certifications à une compétence, à aucun moment, nous ne nous déclarons auprès de France Compétences comme organisme de formation. Nous nous déclarons comme certificateurs. Donc, en fait, l'idée, ça n'est pas notre formation que l'on présente. On se présente auprès de France Compétences comme des certificateurs et comme des gens qui pourraient accueillir des personnes qui veulent valider des compétences. Et donc, à aucun moment, pour France Compétences, en tous les cas, nous sommes considérés comme organisme de formation. Nous sommes considérés comme certificateurs. Oui. Et quand j'ai échangé, puisque c'est moi qui étais la personne en lien avec l'instructrice, cette dimension-là, même l'instructrice, et je vous rejoins sur ils sont tout le temps en train d'améliorer, l'instructrice me disait, mais je pense que nous n'avons pas assez bien communiqué sur cet élément-là. Nous demandons aux gens de nous prouver qu'ils sont des certificateurs. Et donc, en fait, on pourrait accueillir quelqu'un qui se serait formé dans un autre organisme et qui voudrait que la personne qui s'est déclarée comme certificateur auprès de France Compétences puisse accueillir cette personne, valider. Et c'est pour ça que l'idée de l'examen est importante. Tout parce à fait. que ce n'est pas la formation. On n'est pas la présenté formation comme des formateurs. Tout à on fait. est présenté comme des certificateurs. Organisme certificateur. À tel point que un organisme de formation, vous êtes certificateur. Une CCI peut être organisme certificateur. Un ministère peut être organisme de certification. Une entreprise peut. C'est vraiment ça. Oui, donc c'est important pour nous en tant qu'organisme de formation et de formateurs, hein, beaucoup d'entre nous sont formateurs indépendants, de vraiment se positionner, on se positionne, c'est un autre métier en fait. Oui, c'est un autre. C'est pas le métier de formateur, c'est le métier de certificateur. Exactement. Voilà, juste ce partage par rapport à notre expérience. C'est vraiment ça. À partir du moment où vous démarrez une démarche d'enregistrement au répertoire spécifique, vous devenez de ce fait un organisme certificateur. Tout à fait. Voilà. Merci. Merci Isabelle. Bien. Notre question? Voilà. Oui, merci. J'entends pas. Le son. J'ai une question à poser. Oui. Merci Annette, c'est très riche ce que vous nous apportez. Vraiment, j'ai monté 2 dossiers RNCP. Je dois dire que c'est un vrai parcours du combattant. Donc, merci à vous parce que c'est vraiment très clair ce que vous apportez. Moi, il y a une question que je me pose, effectivement, sur les lettres de recommandation, témoignages. J'ai été surprise aussi qu'on nous dise que, en fait, par exemple, c'était des formations, des certifications qui ont été délivrées en 2017 et les personnes ont créé leur entreprise à la suite. Mais pour autant, on nous a demandé de redemander à ces personnes si vraiment elles avaient été formées, comment est-ce que ça… Est-ce que c'est cohérent? Du coup, moi, j'étais un peu perdue sur ce truc-là. Je me demandais, mais comment est-ce qu'on peut demander un nouveau témoignage à des personnes alors qu'on leur a déjà demandé des lettres d'intention, des témoignages? Là, je vous avoue que j'étais un peu surprise. Oui, alors effectivement, le contenu du témoignage est très important. Le témoignage, en fait, doit indiquer le bénéfice que la formation a eu pour la personne qui s'est formée et pour l'entité utilisatrice, les deux. Ce que vous venez de relever, c'est la personne qui s'est formée, c'est elle qui est également l'entité utilisatrice, si j'ai bien compris. C'est ça, exactement. Et c'est ça qui pose problème. Parce que France Compétences
dit les témoignages des personnes ayant bénéficié de la formation ne sont pas pris en compte. Donc, dans votre cas de figure, vous n'avez peut-être pas eu l'explication, dans votre cas de figure, c'est ça qui est compliqué, c'est que la personne que vous avez formée, c'est elle qui a créé son entreprise, donc elle est à la fois bénéficiaire et entité utilisatrice. Mais du fait qu'elle soit bénéficiaire, son témoignage ne peut pas être pris en compte. Donc, ce qu'il est possible de faire à ce moment-là, c'est si cette personne a des collaborateurs, ce qui n'est pas le cas, je suppose, parce que c'est des personnes qui s'installent en libéral, c'est ça la difficulté. Donc, la question que je me pose du coup par rapport à votre interrogation, c'est est-ce que vous étiez dans le bon répertoire? Parce que si les personnes que vous formez créent leur activité, c'est une insertion professionnelle. Donc, vous ne faites pas la preuve d'une maîtrise professionnelle qui est en lien avec une activité, vous faites la preuve, là, vous devez faire la preuve d'une insertion professionnelle. Hein. Et donc, là, ce sont des personnes qui s'installent en activité libérale et peut-être que ce n'était pas le répertoire spécifique, mais plutôt le RNCP. C'est ça. Alors, ouais, super. J'ai envie de rebondir. Ça veut dire que, par exemple, là, on a 2 personnes qui se sont, à la suite de ça, installées en libéral, mais qui, finalement, ont profité d'un FONGECIF ou d'un CIF pour pouvoir agréer cette formation. Est-ce que ça voudrait dire que, dans ces cas-là, on pourrait solliciter l'employeur qui a accepté le FONGECIF et le CIF pour témoigner de la formation du salarié qui maintenant a quitté l'entreprise? Alors, sur la première partie, le témoignage de l'employeur, oui, mais vous n'aurez pas le témoignage qu'il faut parce qu'il doit témoigner du bénéfice de la formation pour lui, pour son entreprise et pour le bénéficiaire. Et là, en l'occurrence, il ne peut pas témoigner du bénéfice de la formation pour l'entreprise, puisque la formation ne bénéficie pas à l'entreprise. D'ailleurs, à partir du moment où vous dites FONGECIF, ça veut dire réorientation professionnelle. Donc, il a quitté l'entreprise et donc, il n'y a pas de bénéfice de la formation pour l'entreprise. Donc, on ne rentre pas dans le cadre maîtrise professionnelle complémentaire à une activité qui va apporter en plus à l'activité actuelle. On est plutôt dans le cadre, la personne s'est formée pour aller vers un nouveau métier. C'est ça. Donc, du voilà. D'accord, ok. Super. Et là, c'est pour ça que le choix, l'objectif de la formation, est-ce que c'est une formation qui mènera vers un nouveau métier? La personne va s'installer, elle a une activité, elle en vit. Ou alors, c'est une formation qui va mener vers juste une compétence supplémentaire ou complémentaire dans le cadre d'une activité qui existe déjà. On va choisir et c'est ça qui fait la difficulté des témoignages pour vous. Parce que c'est des personnes qui s'installent en libéral. C'est ça, ok, bah, super. En tout cas, merci de cet éclairage. Un grand merci à vous. Je vous en prie. Odile, le micro. Oui, bonjour Annette, merci beaucoup pour cette intervention. Moi, je me posais la question en termes d'évaluation des compétences. Oui. Est-ce qu'on peut évaluer des compétences de la mémoire sans que ce mémoire soit soutenu à l'oral? Oui, c'est vous qui déterminez la manière dont vous allez évaluer les compétences. En fait, ça dépend des compétences que vous évaluez. Imaginons que votre mémoire porte sur l'élaboration d'une séquence pédagogique. L'élaboration d'une séquence pédagogique. On peut tout à fait évaluer dans le cadre d'un mémoire l'élaboration d'une séquence pédagogique sans que la personne soit tenue de passer à l'oral. Ok, donc du coup, par exemple, là, nous, on demande à des coachs de nous expliquer ce qu'ils ont fait dans les différentes séances de coaching. Ce qu'on évalue, c'est leur capacité réflexive. Donc, le mémoire, à ce moment-là, il est valide. Il est valide. Et je vais même vous donner une pichenette. Quand vous allez indiquer la modalité d'évaluation, vous dites mémoire. Mémoire portant sur la capacité réflexive. Par exemple, l'instructeur qui évalue va comprendre que l'objet du mémoire, c'est d'évaluer la capacité réflexive. Et donc, voilà. Et c'est pour ça que parfois, il faut indiquer sur quoi porte l'évaluation pour que ça fasse le lien entre la compétence et la manière dont vous l'évaluez. Ok, super. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Oui, d'autres questions pour Annette? Bon. Est-ce que ça a été suffisamment clair pour tout le monde ou alors pas assez clair? Merci. Merci, Marina. OK. Bon, si vous n'avez plus de questions, Mohamed a les supports qui pourra évidemment diffuser. Donc, tu t'autorises à les diffuser, les supports. Voilà. Merci. Mais écoutez, ce que je vous propose là, c'est 10 minutes de pause. Et puis après, on passera à l'intervention de Odile et Isabelle.